Donc, petite capsule vidéo sur la suite du cours concernant les jeux sous forme extensive, sous forme d'arbre, notamment un exemple ici qui est de traduire des comportements observés, des véritables comportements, avec une modélisation sous forme d'informations incomplètes dans le jeu du mille pattes de Rosenthal. Alors, le jeu du mille pattes de Rosenthal, il se trouve que c'est un jeu qu'on peut étendre à bien plus que 6 ou 7 étapes, comme on l'a fait à la fin du cours précédent. Ici, vous avez donc deux joueurs A et B qui s'alternent l'un l'autre pour defect, c'est-à-dire s'arrêter ou continuer, R. Donc, grand D, grand R pour A et petit d, petit r pour B. Et ici, le jeu possède un très grand nombre d'étapes. Il y a plus de 200 étapes, puisque en fait, A et B s'alternent au fur et à mesure. Ça monte. 98, vous voyez, ça, c'est pas monotone. Hein, ça monte de 1 toutes les deux étapes. Ce jeu est donc très long. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle un mille pattes. Mais c'est un jeu à horizon fini. Et donc, d'après ce que nous avons dit dans la fin du cours précédent, un jeu fini de ce type-là possède un équilibre de Nash en sous-jeu parfait. L'équilibre de Nash en sous-jeu parfait est le même que celui du petit mille pattes que nous avons vu au préalable, c'est-à-dire qu'ici, en commençant par la fin du jeu, c'est-à-dire par la dernière étape, le dernier sous-jeu où B joue, eh bien, B a un intérêt à defect, à s'arrêter puisqu'il gagne 101 au lieu de 100. Sachant cela, A va préférer defect ici en gagnant 99 plutôt que 98. Sachant cela, B va devoir s'arrêter defect en gagnant 100 plutôt que 99, etc., etc. Ce qui va nous amener par récursion à rebours, hein, ce backward induction, par induction à rebours, à la stratégie optimale pour A, qui est de s'arrêter immédiatement, faire que chacun des joueurs joue 1. D'accord ? Or, cette chose-là n'est pas un comportement observé quand on expérimente ce mille pattes sur des sujets. Une étude de McKelvey et Palfrey dans 90 montre que les joueurs jouent bien plus d'étapes que l'étape 0, qui serait l'équilibre en sous-jeu parfait. Et cela chez un grand nombre de participants, hein, c'est assez indéniable, sauf une autre étude assez récente a montré que l'équilibre en sous-jeu parfait est joué par des champions d'échecs. Les champions d'échecs connaissent très bien les raisonnements, la profondeur de raisonnement stratégique, et l'analyse du jeu en sous-jeu parfait fait qu'ils comprennent rapidement que ce type de comportement face à un autre joueur d'échecs est le comportement d'une certaine manière optimal. Disons qu'en tout cas, c'est un équilibre de Nash. Dans l'étude de McKelvey et Palfrey, les joueurs se justifient souvent, alors on s'intéresse à ce que dit A, mais ce que dit B aussi, souvent pourquoi A ne s'arrête pas immédiatement. Eh bien, la justification est la suivante. Donc, de manière un peu, on unifie un petit peu les différentes manières de s'exprimer des joueurs, des sujets qui ont été analysés. L'idée est que perdre une unité n'est pas beaucoup, hein, sachant que vous savez qu'ici, A peut potentiellement avoir un gain de 0 à l'étape d'après si B s'arrête. Et donc, il perd une unité, ce qui n'est pas beaucoup quand on a, c'est infiniment plus, hein, mais donc relativement, il trouve que c'est une unité de perdue, c'est pas grand-chose, et qu'il a beaucoup à gagner, c'est-à-dire qu'en signalant à A, à B, il continue, et bien B peut aussi peut-être continuer en jouant R. Et donc dans ce cas-là, si B joue R, et bien à l'étape suivante, ici on ne le voit pas, mais A va gagner forcément 1, donc il retombe sur son gain de départ, et potentiellement, en continuant comme ça, il peut gagner jusqu'à 99 raisonnablement, et s'attend à gagner quelque chose comme 99 ici, puisque B va il sait que B va s'arrêter et non pas faire gagner 100, mais s'arrêter et gagner 101. Et donc A préférera gagner 99, donc il sait qu'il peut gagner jusqu'à 99.
B peut donc être coopératif avec A. Et donc, A justifie son raisonnement et son choix en donnant une chance à B d'être coopératif. A peut également rajouter que si B n'est pas coopératif, eh bien, B gagnerait à l'être en étant coopératif à son tour. C'est-à-dire que ici, on pourrait penser que A pense que B n'a pas pourrait raisonnablement préférer être 3, mais en fait, B peut faire le même raisonnement que A et se dire qu'en étant coopératif, eh bien, il pourrait, au bout d'un tour supplémentaire, gagner plus que 3. Et donc, B aurait aussi à gagner à être coopérative, et notamment si plusieurs tours de coopération se mettent en place. Et donc, ce type de raisonnement justifié, je parlais de justification donnée par les sujets, va totalement à l'encontre de l'induction backward. Et la question, c'est est-ce qu'il est possible de faire sens à cette intuition dans une autre forme de jeu? Et donc, l'intérêt ici, c'est-à-dire là, on a vraiment une approche de ce que font les économistes en recherche économique, c'est-à-dire ils sont confrontés à un jeu et une forme de rationalité. On formalise, qui est l'équilibre en sous-jeu parfait, qui va vous donner une issue du jeu, donc une prédiction. Cette prédiction n'est pas du tout observée. On a des justifications de la part des individus sur la manière qui justifie un comportement différent de la prédiction. Et donc la question va être de peut-être expliquer en fait comment ce jeu-là n'est pas le jeu tel qu'il est perçu par les joueurs, mais un autre jeu, en fait, est perçu par les joueurs qui permettrait d'obtenir une réponse très similaire à celle que les sujets ont pu appliquer dans le cadre de ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les sujets n'ont pas perçu le jeu tel qu'il est formellement perçu en tant que modélisateur ici, et tel que d'ailleurs des joueurs d'échecs le voient correctement. Est-ce qu'on peut représenter un jeu qui fasse sens au vu de cette intuition-là? Et alors, ce jeu, c'est le suivant. Alors, il est un peu bizarre, ce jeu. C'est un jeu en version information incomplète. L'idée, c'est de dire que la nature a fait de B un type de joueur, et ce type de joueur est inconnu de A au début. C'est-à-dire que B peut être un joueur coopératif ou un joueur money maximizer, donc un joueur non coopératif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un money maximizer? Eh bien, un money maximizer, c'est un joueur qui va jouer exactement comme dans le jeu standard, c'est-à-dire qu'il va exclusivement se focaliser sur les gains et qui va préférer, donc il va prendre des actions, les stratégies strictement dominantes, donc qui va chercher à maximiser son gain en s'arrêtant à chaque fois. Donc ça, c'est un money maximizer. Mais B pourrait très bien être un joueur sous forme coopérative. Qu'est-ce que c'est qu'un joueur coopératif? Eh bien, c'est un joueur dont le gain augmente au fur et à mesure qui a un gain tout particulier à coopérer. C'est-à-dire qu'il va préférer continuer de jouer que de s'arrêter. Par exemple, ici, B va préférer jouer R que D. Évidemment, il y perd si c'est le joueur A qui s'arrête, mais le joueur B préfère encore que ce soit A qui s'arrête que ce soit elle-même qui s'arrête. Le joueur coopératif va vraiment se sentir coupable de s'arrêter et de priver l'autre d'un gain. Donc l'idée, c'est d'avoir ce comportement coopératif qui est un jeu totalement ad hoc, qui est totalement annexe. Et donc c'est la même de ce que c'est que la coopération. C'est vraiment l'idée, c'est qu'il est là pour coopérer, pour aider A à gagner. Le problème, c'est que A ne sait pas quel type de joueur est B, et donc la nature a donné une chance sur 1000 à B d'être un joueur coopératif. Donc B est en fait un mélange entre un money maximizer et un coopératif. A ne sait pas trop quel type de comportement va avoir B, et donc A se retrouve dans le cadre où chaque fois que c'est son étape, eh bien, il est dans un ensemble d'informations, où il ne sait pas dans quel sous 1000 pattes il est. D'accord? Vous voyez un petit peu?
Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que ce genre de jeu va permettre de comprendre, on va voir si dans ce type de jeu, eh bien, il existe un équilibre, alors qu'il ne va pas être un équilibre en sous-jeu parfait, enfin, qui va être un équilibre en sous-jeu parfait, mais un raffinement lié aux croyances de A, c'est-à-dire qu'aux probabilités que se fait, aux croyances en termes de probabilité que A se fait sur le type de joueur qu'est B, et qui va être dynamique et qui va s'ajuster aux actions passées. Et en l'occurrence, ça fait appel à ce qu'on appelle des équilibres bayésiens. Alors, les joueurs, il faut savoir que les joueurs ont conscience du jeu. Hein. L'idée, c'est que les joueurs ici ont une connaissance parfaite de l'ensemble de la totalité de ce jeu-là. Donc, A sait qu'il est dans un ensemble d'informations incomplètes, et B sait que A est dans un ensemble d'informations incomplet, et que A se pose des questions sur la nature du joueur B. Donc, A ne sait pas si B est coopératif ou un money maximizer, mais B sait que A ne sait pas, et A sait que B sait que A ne sait pas, etc., etc. Et de cette manière-là, donc, le joueur B peut jouer sur cette incertitude et modifier son comportement pour induire un comportement A en le faisant croire qu'il peut potentiellement être un coopérateur. A n'est pas totalement dupe de ça. A sait que B connaît son incertitude, et donc il sait que B va jouer là-dessus, mais cela n'empêche pas d'avoir des raisonnements inductifs sur les croyances, sur ses propres croyances et sur les croyances de l'autre, qui vont amener à un point fixe, que je ne vais pas détailler ici, hein. Je ne veux pas détailler les aspects techniques, je veux simplement vous illustrer dans cet exemple que ces modèles de jeu peuvent avoir un intérêt économique en termes de justification, d'explication de comportement. Donc B peut modifier son comportement de telle manière à ce que A modifie le sien, ce qui va amener B à ajuster son comportement, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle les équilibres séquentiels. Donc, c'est Krebs et Wilson qui introduisent l'analyse d'équilibre séquentiel dans le jeu de Milpadt de Rosenthal. Et donc, les équilibres séquentiels sont un raffinement des équilibres de Nash bayésiens. C'est une analyse qui est très complexe. Hein. Le papier fait plusieurs pages avec des preuves assez complexes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe effectivement un équilibre de Nash au sens équilibre qui s'appelle un équilibre séquentiel, donc le point fixe d'un certain opérateur, dans lequel A joue R pendant les 160 premiers rounds. Donc, ça montre que les joueurs sont coopératifs pendant un certain moment, puis plus on se rapproche de la fin et plus il va y avoir ce rebalancement vers ce qu'est un money maximizer. Et donc, A va avoir intérêt à peut-être, malgré ses doutes sur la possibilité que B soit coopératif, jouer face à un money maximizer. B va continuer avec R, donc il va jouer avec petit r, qu'il soit un money maximizer ou un coopératif, c'est-à-dire que dans les deux cadres du jeu, dans les deux sous-jeux, eh bien, de ce qu'est B, B va quand même jouer avec R. Les 40 derniers tours, parce que vous avez 200 tours, donc les 40 derniers tours sont très complexes, en fait, puisqu'il va y avoir le point fixe va amener à jouer R ou B selon des paramètres précis. Et c'est le seul équilibre de Nash crédible qui puisse être mis en place, qui peut être joué dans ce jeu. Et un autre équilibre de Nash simple qui peut se faire, c'est que A joue stopper où qu'il soit, et B joue stop où est-ce qu'il soit. Et joue D s'il est money maximizer, et joue R, pardon, si elle est coopérative. D'accord? L'idée, c'est que B, ça c'est voilà un autre équilibre qui est beaucoup plus simple, mais qui n'est pas l'équilibre qui est joué par les joueurs quand on leur présente le jeu de Milpadt de Rosenthal. On ne leur montre pas, il faut savoir qu'ici on ne présente pas aux joueurs ce jeu-là, on pense que les joueurs jouent ce jeu-là parce que dans leur tête se joue quelque chose de plus complexe que le simple jeu de Rosenthal qui est celui-ci. Il se joue quelque chose de genre, peut-être que B est coopératif et donc que B en fait a des intérêts qui sont différents des miens. Donc c'est le comportement de A qui nous intéresse ici. D'accord? Alors, quelle est la justification pour pour l'idée que cet équilibre-là n'est pas du tout un équilibre qui est réaliste? En fait, c'est qu'il n'est pas du tout stable.
au sens de perturbation, mais les perturbations sont liées à des croyances sur ce qu'est l'autre, hein, sur des croyances au sens bayésien, c'est-à-dire la probabilité que A attribue au fait que B soit un money maximizer ou une personne coopérative. Par exemple, si A joue, en fait, c'est l'idée de jouer en faisant une erreur de jeu, ce qu'on appelle trembling hand, la main qui tremble. Imaginons que A joue R par erreur. Hein, il faut savoir que dans cet équilibre-là, A va jouer D quand il arrive, il va s'arrêter. Si A joue R une première fois par erreur, et s'il apparaît que B joue R également, que se passe-t-il? Hein, supposons que B joue petit R également. Est-ce que A devrait continuer en jouant D? Ben, en fait, apparemment non, puisqu'il semblerait que si c'est le cas, alors il aura une information supplémentaire par rapport à ce qu'il voulait faire au départ, c'est-à-dire s'arrêter dès le départ. Il se retrouve devant un joueur qui ne joue pas ce qu'il s'attend à ce qu'il joue, qui joue R, et donc il s'est dit, bah, alors B, dans ce cas-là, est peut-être coopératif. Dans ce cas-là, si B est coopératif, A peut-être plus intérêt à continuer à jouer R, alors qu'il avait joué R au départ par erreur. Seulement, si B est money maximizer et observe que A joue grand R, est-ce que B devrait jouer D? C'est-à-dire, est-ce qu'il devrait jouer petit D? Eh bien non, pourquoi? Eh bien parce que s'il joue R, il va faire croire à A que B est coopératif, même si B est money maximizer, et B donc joue en fait sur ce signal d'information en faisant croire à A qu'il est coopératif, et donc va inciter A à continuer à jouer, et donc B va pouvoir gagner plus d'argent qu'en s'arrêtant immédiatement. Et sachant cela, A va confirmer sa croyance que B est coopératif, et va vouloir continuer à jouer, et B va vouloir aussi continuer à jouer, et donc ils s'engrènent l'un l'autre dans ce comportement de coopération mutuelle dans le mille-pattes. Hein. C'est ça, hein, le mille-pattes, c'est que vraiment, c'est un peu comme un dilemme du prisonnier étendu dans le temps, où il semblerait que les joueurs se confortent l'un l'autre à vouloir coopérer. Maintenant, imaginez une situation alternative où A sait que B est un money maximizer, ici, mais B ne sait pas que A le sait. Eh bien, même dans ce cas-là, même si A sait quelle est la trajectoire de la nature, eh bien, la coopération apparaît dans la majeure partie du jeu, puisque A peut faire croire à B. Hein, il faut savoir que même si A sait que B est un money maximizer, mais que B ne sait pas que A sait, A peut faire croire à B qu'il ne sait pas, et donc faire croire à B qu'il croit qu'il est coopératif, tout en sachant qu'il est money maximizer, et donc l'inciter à la coopération en lui faisant croire qu'il n'en sait moins que ce qu'il en sait réellement. Et donc jouer sur cette ignorance déclarée, pas une vraie ignorance de fait, permet d'avoir une issue du jeu qui est beaucoup plus intéressante que dans des jeux élémentaires. Donc là, je vous mets en avant l'idée qu'en théorie des jeux, il y a eu des raffinements de notions d'équilibre qui sont bien plus complexes que ce que l'équilibre en ce jeu parfait aurait tendance à suggérer comme issue naturelle des jeux. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour cette capsule vidéo-là. J'en ferai une suivante sur le duopole de Stackelberg et les différentes extensions.